Noël approche à grands pas, et rien de mieux qu'une douce histoire en ce mercredi. Il était une fois un 16 décembre 1740. Ce jour-là, le grand Frédéric II de Prusse envahissait la Silésie aux mains des Autrichiens sans déclaration de guerre, ce qui marqua le début de la guerre de succession d'Autriche, remportée par la Prusse avec l'appui de son allié français en 1748. Mais les années passèrent sans que les tensions ne retombent entre les grands monarques de la vieille Europe. Voilà que l'Autriche voulut sa revanche, que la Grande-Bretagne et la France entretinrent des relations de plus en plus tendues à propos de leurs possessions respectives au Nouveau Monde. Et que c'est merveilleux! Voilà qu'en janvier 1756, Georges II, roi d'Angleterre, signa un pacte de neutralité avec Frédéric II de Prusse. Et en mai de la même année, Louis XV de France procéda donc à un revirement d'alliance et rejoignit le camp de l'Autriche et de la Russie. Tout était prêt pour 7 années de guerre, sur terre, sur mer, en Europe, en Amérique du Nord et même en Inde. Comment ça n'a rien d'un conte de Noël? Il faut bien aller au-delà des normes un peu de temps en temps. Soyons rebelles. Et comme le disait Haydn au sujet de Beethoven, vous ne sacrifierez jamais votre pensée à une règle tyrannique, mais vous sacrifierez les règles à vos fantaisies. D'ailleurs, Beethoven, non, l'autre Beethoven, naquit le 16 décembre 1770 à Bonn, en Allemagne. Il était alors fils et petit-fils de musiciens. Son père, bien qu'habité par l'alcool, sut reconnaître très tôt les dons pour la musique de son petit Ludwig. Il décida de le former tout en essayant d'en tirer profit. Le trimballant de représentation en représentation à travers divers pays, le rajeunissant parfois de 2 ans devant le public afin de faire de lui un petit prodige, un nouveau petit Mozart. Beethoven ne connut pas le succès grâce à son père, mais bien au fil de rencontres, telles à Vienne, où il travailla avec Haydn. Ludwig était d'un tempérament rebelle. Il réinventa la musique. Il composa d'ailleurs des œuvres monumentales, alors que dès l'âge de 26 ans, la surdité le frappait peu à peu. C'est ainsi qu'il fit un triomphe le 7 mai 1824 lors de la première représentation de sa 9e symphonie, qu'il composa alors qu'il était devenu totalement sourd. L'Ode à la joie, l'un des plus fameux thèmes de cette symphonie, appelant à l'égalité, à la fraternité de tous les peuples et de toutes les nations, dépeint à merveille des idéaux si chers à Beethoven, lui qui était un fervent admirateur de la Révolution française. Aujourd'hui, c'est cette ode à la joie, quelque peu remaniée, qui sert d'hymne à l'Union européenne. Le rêve d'union entre toutes les nations de Beethoven est-il pour autant réalisé? Et tandis que le petit Ludwig fêtait son 3e anniversaire, outre-Atlantique, le 16 décembre 1773, à Boston, allaient prendre forme les contours de la future guerre d'indépendance américaine. Et tout cela est lié à la guerre de 7 ans. En effet, celle-ci fut très coûteuse pour l'Angleterre, et dès 1764, à peine un an après la fin du conflit, elle décida d'imposer de nombreuses taxes à ses colonies nord-américaines. Mais voilà, si pour les habitants de la métropole, il semblait juste de taxer les colonies, car après tout, les Anglais n'avaient-ils pas versé leur sang durant de longues années pour protéger les colons de la menace française et de certains peuples amérindiens? Cela n'allait pas de soi pour les colons, n'ayant qu'une seule phrase en bouche, « No taxation without representation », faisant référence ainsi à leur non-représentation en métropole à la Chambre des communes. En effet, il leur semblait intolérable de devoir subir des lois qu'eux-mêmes ne pouvaient ni débattre ni voter. Un mouvement de déobéissance civile s'organisa alors à l'encontre de ces nombreuses taxes, conduisant certains colons à enduire les percepteurs de ces impôts de goudron et de plumes. Le gouvernement britannique décida donc de supprimer un grand nombre de ces impôts, mais imposa alors un droit d'importation sur de nombreux produits britanniques à destination des colonies nord-américaines. Un énorme boycott de ces produits s'organisa alors, les colons préférant se fournir par l'intermédiaire de la contrebande, entraînant ainsi une importante baisse de ses importations, poussant le roi d'Angleterre à revenir sur ses décisions en abrogeant ses droits à l'import. Tous, non, un droit sur le thé résista encore et toujours à la pression des colons. Voilà donc que 3 navires chargés de thé de la Compagnie des Indes entrèrent dans le port de Boston. Et le 16 décembre, des colons costumés en amérindiens montèrent à bord de l'un des vaisseaux et jetèrent à l'eau toute la cargaison de thé qu'ils transportaient. 110 000 livres volatilisés. Une énorme perte financière pour la Grande-Bretagne, qui décida en 1774 de punir très sévèrement cette action par des lois intolérables, telles qu'elles furent dénommées par les colons. Ces lois fermaient
fermer entre autres le port de Boston jusqu'à ce que les habitants aient remboursé l'intégralité des 110 000 livres perdus. Un an plus tard, ce n'est plus des caisses de thé que l'on jetait à l'eau, mais bien toute une armée qui se lançait à l'assaut d'une autre. Comme quoi, il ne faut vraiment pas jouer avec le thé des Anglais. En tout cas, nul doute que si Carl Perkins avait été un contemporain de la Révolution américaine, celui-ci aurait chanté « You can do anything but don't throw my cup of tea ». Mais en ce 16 décembre 1955, il préféra enregistrer une chanson évoquant un autre événement qui l'a marqué. Cette soirée, où il vit un jeune homme dansant avec sa compagne, portant de sublimes chaussures en daim bleu et suppliant sa partenaire de ne surtout pas marcher dessus. Ce pauvre garçon ne se doutait alors certainement pas qu'il allait inspirer l'un des plus grands standards du rockabilly, Blue Suede Shoes. Cette chanson allait donner un nouvel élan à ce genre musical que certains qualifiaient de sauvage, un mélange de country et de rhythm and blues. Il était temps d'en finir avec les musiques traditionnelles, y compris le classique, et c'est ce que revendiquait Chuck Berry dans sa chanson Roll Over Beethoven en 1956, dans laquelle il faisait d'ailleurs référence dans ses paroles à Blue Suede Shoes, vantant les mérites du rock'n'roll qui devait inonder toutes les stations de radio. Et pour ce faire, il fallait... Pauvre petit Ludwig, le voilà menacé par les stars du rock'n'roll. Va-t-il cesser de répandre sa musique à travers le monde? Peut-être pourrait-il simplement prendre un thé avec eux, porter des chaussures bleues et se rebeller. Après tout, lui aussi faisait fi des règles pour créer du nouveau. Et à mercredi prochain pour un nouveau C'est éteint.